Wesh alors. Ça dit quoi alors? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, hein. Vous entendez la qualité? Vous entendez à quel point c'est magnifique? We are so back, bitches. Like, do you remember, like, 2018? The Why? Ouais, j'ai dépoussiéré le micro de The Why parce que là, la qualité audio baissait fortement. J'étais au bout de ma vie et comme vous pouvez l'entendre, la voix là est pas très veloutée, hein. C'est une voix qui racle les tympans, hein. Je m'en excuse. Alors désolé pour cette longue absence. Bonne année. Bonne année. Alors, ça dit quoi? Bonne année. Bah déjà mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, hein, 2024 au placard, hein. On sait très bien que ça a été une année horrible pour tout le monde. Je connais pas une personne qui a un récit positif de cette année. Et en plus j'ai fini l'année assez malade, hein. En plus, vous voyez les gens qui se la pètent en disant ah non, moi je tombe jamais malade, hein. Ah, je suis en pleine forme. Bah voilà, c'était moi avant de tomber malade et pendant longtemps, je vous épargne les détails, mais voilà, j'étais malade pendant une longue période et puis j'ai du mal à retrouver voilà, la vigueur de mes cordes vocales aussi. J'ai très très mal aux cordes vocales. Donc, du coup, je vais être obligée de faire un tout petit peu de maintenance sur ce podcast et vous expliquer comment l'année qui arrive va se produire. D'ailleurs, on fête les 1 an, hein. C'est 1 an, hein, de ce nouveau podcast, hein, Lauren Radio. Et trop cool d'avoir repris un podcast, je suis trop contente. C'est vrai qu'au niveau de la régularité, c'est pas ça encore, mais je vais pas vous mentir, en fait, je me laisse porter par mes envies, mes inspirations et ma motivation aussi, parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est que j'enregistre beaucoup, mais je ne publie pas tout le temps, d'où la perte de voix, car je fais des épisodes qui sont très 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 longs. Et là, ça commence à devenir compliqué parce que mon métier, c'est pas podcasteuse, hein. Je ne suis pas payée pour faire ça. Je le fais vraiment parce que j'aime faire ça. Voilà. Petite parenthèse, un truc absolument pas prévu à l'ordre du jour, mais j'ai découvert un artiste là juste avant de cliquer sur pour press play. Juste avant de cliquer là-dessus, j'ai découvert un nouvel artiste qui s'appelle Mon Rovia, qui est, comme vous l'aurez deviné, un artiste qui vient du Libéria et qui décrit sa musique comme de la musique afro-appalachian folk music. Donc les Appalaches, hein, voilà, aux États-Unis. Et en fait, je me suis pas du tout encore plongée dans son univers qui a l'air assez singulier. Mais j'étais là, je me baladais sur Apple Music et je suis tombée sur son EP qui s'appelle Act 4, Atonement. Et en fait, j'ai dit alors attends, je peux pas tout écouter sans avoir écouté les actes 1, 2 et 3 déjà. Mais j'ai quand même écouté hasardeusement pendant que je faisais mon setup et c'est vraiment de la belle musique, c'est magnifique. C'est vraiment de la folk pour le coup. Le gars il a pas menti, il connaît bien son délire, j'allais dire the heck comme si on était en 2018. Et ça fait vraiment genre fin de l'automne, transition vers l'hiver. Je suis dans un épisode des frères Scott, je viens de vivre quelque chose de terrible et difficile. Vous voyez les épisodes où tout est en slow motion et ils ont tiré sur... comment il s'appelle? C'est sur qui ils ont tiré déjà dans les frères Scott? Bon, je sais plus, mais ce serait pareil dans Degrassi avec Drake et tout. Enfin, voilà. C'est un peu de la musique qui me rappelle ça, quoi. Genre, si vous voulez être le personnage principal de votre vie et que genre, vous voulez mettre un peu de mélancolie dedans, n'hésitez pas à l'écouter. Alors, du coup, je vous en parlerai un peu plus quand je me serai vraiment plongé à fond dans sa musique. Du coup, à cause de ce qui se passe avec ma voix et qui est le résultat de quasiment 10 ans de création de contenu sur toutes les plateformes en ligne, je vais devoir faire des épisodes beaucoup plus courts en fait. Je m'en excuse, moi aussi je m'excuse moi-même, enfin, ça me saoule parce que j'aime bien juste blablater avec vous. Mais là, on est obligé, on est... in London. On va être obligé de faire un peu de housekeeping, comme on dit. Et du coup, voilà ce qui va se passer pour les prochains mois. Alors, les épisodes beaucoup plus longs où je fais des analyses beaucoup plus poussées ou même je parle de choses qui sont des fois un peu hors sujet ou hors thème, je vais devoir les mettre sur une plateforme, un espace privé
qui s'appelle Substack, qui est une newsletter. Donc ça va arriver directement dans votre boîte mail. Pour tout vous dire, mon Substack est ouvert depuis plus d'un an déjà. Mais je voulais prendre le temps de bien m'en occuper, bien publier. Ce que j'aime bien avec cette plateforme, c'est que ça me rappelle mes jours de blogueuse, parce que je blogue depuis que j'ai 13-14 ans. J'ai même eu un tout petit peu de notoriété à un moment, comme beaucoup d'entre nous, hein, bien sûr. Et en fait, ça me manquait en fait, de publier des photos, de publier des articles, de publier un peu de voix. Et je pense que c'est l'aspect qui est le plus intéressant sur Substack, c'est que vous pouvez trouver d'autres personnes sans forcément marteler les gens avec votre site web et ce genre de choses, quoi. Parce que j'avais commencé à bloguer sur mon site web, en fait. Mais pour plein de raisons différentes, j'ai dû mettre les articles en privé. Et en fait, je me suis dit, tout simplement, pourquoi ne pas juste faire un espace privé sur Substack. Donc forcément, ce sera un abonnement qui sera payant. Et bien sûr, hein, je sais très bien qu'on est dans une période économique très 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 compliquée. Donc ménagez-vous, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que votre support serait tout aussi apprécié. Voilà. Ce qui sera cool par contre, c'est que vu que je parle un peu de tout dans ce podcast mais que ça a une dominante musicale, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir mettre mes analyses musicales plutôt poussées sur le Substack et tous mes autres blabla aussi, tout ce qui va être très long, très poussé, très théorique, très en fait pour créer une communauté, quoi, ce sera sur Substack. Et puis sur ce podcast on va rester sur des choses plutôt générales, le côté un peu magazine dont je vous parlais, des découvertes, et plus lifestyle. Bien sûr, je continuerai à parler des mêmes sujets, mais un peu plus en surface, je pense, parce que, comme vous pouvez l'entendre, ça, comme on dit en anglais, wear and tear, hein, ça fait partie du métier, mais là, c'est vraiment critique, en fait. Donc, il faut que je trouve un moyen de préserver ma voix, et de préserver aussi cette communauté, peut-être communauté qu'on a construite. Hein. Voilà. The storyteller. Alors, au niveau de mes recommandations, j'ai commencé un film qui s'appelle Félicité, qui est un film qui a été réalisé par Alain Gomis, qui se passe à Kinshasa. C'est l'histoire d'une chanteuse congolaise qui chante dans un bar et qui malheureusement perd son fils de 14 ans. Alors, on est vraiment plongé au cœur du bar en question. C'est en lingala pour le coup, c'est même pas un tout petit peu en français. Et en fait, cette année, j'ai envie de me plonger beaucoup plus dans du cinéma expérimental, du cinéma avant-garde, des trucs un peu moins mainstream. En fait, j'en avais déjà parlé plus tôt, mais je me suis rendu compte que en fait, c'est un vrai effort de ne pas se laisser guider par la masse qui regarde toutes les mêmes séries, hein, enfin moi y compris bien sûr. Donc les grosses séries Netflix, en ce moment on parle beaucoup de The Substance, le film avec Demi Moore, puis qu'il faudrait que je regarde d'ailleurs. Et Wicked, No one mourns the wicked, no one cries, she won't return. Comme vous le voyez, grande fan de Wicked. C'est la première comédie musicale, la première fois que j'ai vue, la première fois que je suis venue à Londres. C'était un beau voyage, hein. Faudra que je vous raconte ce voyage, hein, les années Skins là. Amazing de Kanye West qui était sorti. Une analyse à faire là aussi d'ailleurs. I'm amazing, yeah, morning. Jay-Z qui se prend pour un preacher. C'était un beau voyage, hein. J'étais allé voir la comédie musicale Wicked, je suis allé voir Slumdog Millionnaire, les années Skins quoi. J'étais allé manger Nando's, enfin c'était trop cool. J'étais très jeune et c'était trop cool. Donc pour revenir sur le sujet, c'est-à-dire que c'est cool de consommer tous ces médias bien sûr, mais en fait, je me suis dit, en tant qu'artiste, est-ce que c'est pas non plus, pas juste pas juste suivre ses envies, mais un devoir d'aller à la recherche de choses un peu plus niches, un peu plus bizarres, expérimentales, avant-garde, pour soi-même se nourrir, nourrir son art, nourrir sa créativité, ses créations. Parce qu'au bout du compte, c'est vrai que quand on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, ce qui est beaucoup moins mon cas pour la première fois en 15 ans de réseaux sociaux. En 15 ans de réseaux sociaux, je passe très peu de temps sur les réseaux, mais le tout petit peu de temps que j'y passe ces derniers mois, j'ai l'impression de voir la même chose tout le temps. Et que quand je vois quelque chose de différent, c'est radicalement différent. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire que
C'est-à-dire que même parmi les sous-genres et les sous-courants et les choses qui essayent un peu de dévier de la masse, je vois beaucoup de choses similaires en fait. Alors que quand je vois quelque chose de fondamentalement différent, c'est radicalement différent. Et en règle générale, quand tu te plonges dans l'univers de la personne qui est radicalement différente, bah, les influences sont complètement à l'opposé de ce qui se passe dans le mainstream ou alors on se retrouve avec quelqu'un avec une pluie, une pluie, oui, un puits de savoir, excusez-moi le terme, mais complètement ésotérique, hyper à la marge de la marge. C'est assez intéressant en fait. Et en fait, je me suis dit, ouais, non, mais là, en fait, ma gueule, il faut faire un effort, ma gueule, tu vas pas rester comme ça, là. Non, je rigole. Donc, voilà. Donc, je vous invite à regarder ce film si vous avez le temps, comme ça, on peut en discuter ensemble. Là. J'aimerais bien qu'on fasse un film club ou un book club. Je vous avoue que le book club, c'est compliqué parce que j'ai déjà fait partie de book club. Et Théma, on te donne la date et vas-y. Est-ce que vous avez déjà fini un bouquin à temps ? Moi, ça m'est arrivé une fois. Et c'est uniquement parce que j'avais la pression, parce que j'étais invité sur un podcast qui est Après la première page, qui est un podcast exceptionnel d'ailleurs. Oh là là, les années podcast, on reviendra dessus. Mais autrement, j'ai aussi regardé un très court métrage qui s'appelle Extinction des espèces et qui était super bizarre en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de... C'est vraiment, comme je vous dis, avant-garde expérimentale. Il n'y a pas de storyline. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas d'intrigue, en fait. Il y a à peine des personnages. On suit une jeune fille dans la ville. Il me semble que ça se passe à Mexico. Ouais, ça se passe à Mexico. Et ça a été réalisé par Matthew Porterfield et Nicolasa Ruiz. Ruiz. Voilà. Et en fait, elle est un peu paumée, elle fait des rencontres aléatoires, et puis un jeu de lumière qui est assez intéressant. Et surtout, la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est que j'ai un peu envie de changer mon processus créatif, artistique. Donc si jamais vous êtes artiste et que vous écoutez, inspirez-vous. En fait, comment vous dire ? Je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux rendre ça utile à mon univers artistique de regarder des courts-métrages qui veulent rien dire. Parce que, bon, soyons honnêtes, si on ne s'assied pas pour analyser, ça ne veut rien dire, en fait. Tout en n'ayant pas l'impression d'être à la Fémis. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école, c'est une des plus grandes écoles de réalisation ou de cinéma en France, ou alors à Louis Lumière. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas me mettre un espèce de challenge où j'écris des... Voilà, j'écris des petits poèmes, j'écris, c'est de l'idéation, quoi. Voilà, je regarde le court-métrage, et après je vois ce que ça m'inspire, je me base je me base là-dessus pour créer un autre univers. Vous voyez, un prompt, quoi, une technique d'écriture, quoi. Je me suis dit, ouais, je vais faire ça pour voir, et du coup, je vais les publier où ? En ma Substack. Et j'attends d'entendre ça dans une punchline de rap. If you're looking for me, I'm writing on my Substack. Je rigole. Mais d'ailleurs, Extinction des espèces a été primée au Festival de Cannes de manière assez intéressante. Et donc voilà, si vous avez rien à faire et que vous avez 25 minutes, c'est un court-métrage, je vous invite à aller regarder. Ce qui est cool avec les courts-métrages, c'est que vous pouvez vous engager à en regarder un par jour. Je me suis dit, je vais essayer de faire ça, mais sans faire la course. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, il y a un peu un délire, combien d'albums j'ai écouté cette année, combien de bouquins j'ai lus, qu'est-ce que j'ai accompli à la salle de sport, genre tu fais une liste, quoi, vous faites des listes. Et en fait, à la fois, j'ai envie de me pousser à faire ça pour me remettre un peu à consommer plus de films, de littérature, d'art, et à la fois je me dis en flamme. En fait, pas la flemme, flamme. Je me dis flamme en fait. Flamme comme flamme cache, voilà. Flemme. Des blagues qui veulent rien dire. Des blagues avant-garde. Bref. Donc du coup, voilà. Prompt intéressant. Si jamais ça vous dit et que vous le faites, dites-le moi. Hein, on peut en discuter ensemble. Bien sûr. Pour revenir dans le mainstream, j'ai regardé Pachinko.
week-end Apple TV gratuit. Je sais pas si vous en avez profité, mais moi, dès que j'ai entendu la nouvelle, j'ai fait la grosse cinéphile Letterboxd et compagnie. Je me suis dit, non, en fait, annule tous mes plans du week-end. Je vais m'enfermer et juste regarder Apple TV parce que moi, j'avais commencé Sévérance parce que j'avais eu, grâce à Beyoncé... En fait, quand j'ai acheté mes tickets pour Beyoncé, j'avais Apple TV gratuit pendant un mois. Donc il y a plein de séries que j'ai commencé que j'ai pas pu finir, notamment Truth Be Told et Severance. Severance, c'est vraiment bien, mais assez c'est dystopien. Donc je sais pas si c'est l'ambiance que vous recherchez, je vous le dis en toute honnêteté, c'est un peu cliniquement anxiogène. Hein. Et Truth Be Told, pour moi, vous savez les séries du dimanche, je vous en avais déjà parlé, je crois. C'est les séries du dimanche où tu regardes quand tu sais qu'à tout moment tu peux t'assoupir. Tu regardes les dimanches après-midi, là, les séries de M6 ce dimanche après-midi il y a 10 ans, voilà. C'est un peu ça. C'est pas une mauvaise série, c'est plutôt une bonne série. Mais si je vois pas les saisons suivantes, ça va pas me déranger. Mais je vous avoue que j'aime bien l'idée que le personnage principal soit une podcasteuse investigation criminelle, quoi. Et puis je crois qu'à un moment, il y a Gabrielle Union qui apparaît dans les saisons suivantes. Il y a vous avez regardé This Is Us. Vous voyez le papa de Randall, paix à son âme d'ailleurs, l'acteur est décédé, il me semble. Et bah, il est dans Truth Be Told. Il joue un biker, donc c'est assez stylé. C'est une ambiance assez particulière et stylée. Donc il y a aussi Micah Pfeiffer. It's not Micah Pfeiffer. This is my life. Pour ceux qui écoutent Eminem, c'est une référence à 8 Mile. 8 Mile, le film 8 Mile, donc Lose Yourself, donc le son le plus connu d'Eminem. Et Micah Pfeiffer, l'acteur qui est dans 8 Mile, qui est dans Truth Be Told, du coup. Donc ça fait plaisir de revoir Micah Pfeiffer. Enfin bon, bref. Mais sinon, du coup, je m'étais fait tout un plan où je m'étais dit, je vais regarder la saison 2 de Severance, je vais regarder... comment ça s'appelle ? La série avec Samuel L. Jackson. Puis il y avait une autre série que je voulais commencer, Silo, je voulais regarder parce qu'apparemment elle est terrible. The Morning Show, parce qu'il y a ma copine Nicole Beharie dedans et Jennifer Aniston. Et au final, je papotais avec quelqu'un qui m'a dit, moi je vais regarder Pachinko. J'ai dit, mais oui, non seulement il faut que je lise le bouquin, mais si c'est en série, encore mieux. Et c'est génial parce que j'ai regardé en coréen. Et en tant qu'ancienne étudiante de cette langue, alors venez pas me... Annyeonghaseyo non, ne venez pas me... Non, ne venez pas me voir pour me tchatcher en coréen parce que c'est mort dans le game. J'ai quasiment tout oublié, mais je reconnais encore à l'oreille pas mal de mots en fait. Hein. Shout out to l'Institut culturel coréen de Paris parce que pour le coup, bravo pour les travaux. J'ai fait un cours 1 an... et j'ai rien de m'acquitter, genre ni le passé, ni le présent, ni le futur, donc c'est ça, ni le formel, l'informel, enfin c'est assez flippant même, hein, je dirais, parce que je pensais pas du tout avoir un quelconque niveau quasiment 10 ans plus tard en fait, voilà. Et Pachinko en fait c'est une histoire familiale sur plusieurs générations. On voit des gens qui existent sous la colonisation japonaise en Corée et la discrimination et le racisme qu'ils ont subi. Et ce que j'aime beaucoup dans Pachinko, c'est que on a le développement de personnages qui est incroyable. On a des histoires personnelles qui sont hyper enrichissantes et surtout en fait on a une autre perspective d'un coin du monde qui est quand même assez idéalisé dans les médias depuis on est en 25, ah oui quand même, ouais je dirais c'est 15-20 dernières années peut-être à peu près, hein, grosso modo, hein, pas pour faire la... J'allais citer le nom du... comment il s'appelle là, le prospectiviste japonais, bon vous voyez de qui je parle, bref, pas pour faire lui là, mais c'est vrai que en fait pour le coup Japon, paradis, paradis, c'est-à-dire
utopie, excusez-moi, sur Terre, avec le délire manga, le délire... En fait, c'est Disney, quoi. Ça fait un peu Disney. Tout est kawaii, tout est kawaii deska. Voilà, la Corée, c'est devenu les Coréabou, et puis la K-pop, et puis... voilà, et appropriation culturelle de la musique noire. Enfin bref, vous avez capté. C'est-à-dire que c'est un peu ça, en fait, depuis plus d'une décennie en tout cas, hein, mais je ne peux pas vous donner des chiffres exacts. Mais je peux vous dire qu'à l'époque où j'avais commencé le coréen, et je tiens à insister que c'était de manière hasardeuse et pas parce que je suis une coréabou. Non, c'était hyper hasardeux. Ah, une nouvelle aventure, mais on y va. Voilà, c'était un peu l'idée, quoi. Voilà. J'écoutais pas vraiment de K-pop à part Zion T vite fait, mais avant qu'il y ait la folie K-pop, donc c'était du K-R&B, quoi. Et puis, oh là là, il y a une chanteuse que j'aimais beaucoup, je sais plus comment elle s'appelle, elle a disparu d'ailleurs. Mais donc c'était avant que ce soit mainstream en fait. Ah oui, avec, vous vous rappelez de... YG Family. YG Family, qui faisait du rap quand j'étais au collège, quoi. Et maintenant, je crois qu'il y a l'un d'entre eux qui est devenu acteur, et puis... et en fait, c'est un des plus gros labels de musique coréenne, quoi. Donc, un truc un peu hasardeux que j'avais trouvé sur... Enfin, qu'un pote avait trouvé sur Emule. Au final, il y avait toute une industrie derrière. Ce qui a du sens, bien sûr, mais bon, quand t'as 12 ans, tu penses pas à tout ça, quoi. Et en fait, pour revenir à Pachinko, bah, c'est vrai que si on prend pas le temps, et si on n'est pas historien, et si on prend pas le temps de se renseigner sur cette histoire, bah, on peut pas savoir du tout quels sont les milliers, les millions peut-être de vies volées, ce qui a été raconté, ce qui a été vécu. Et c'est quand même l'histoire de la diaspora coréenne au Japon. C'est hyper... c'est presque niche en fait, quoi. C'est hyper particulier. Et ce que j'ai beaucoup aimé, bon déjà, cinématographie incroyable, les acteurs sont phénoménaux. Enfin, pour le coup, c'est vrai que quand je consomme un peu plus de télé coréenne, rares sont les... It's rarely a miss. Enfin, it's souvent a hit. C'est-à-dire que souvent les intrigues sont hyper intéressantes, les personnages aussi, les acteurs sont très bons, très solides sur leurs appuis. Et puis il y a dedans bien sûr Anna Sawai qui je crois qu'elle a eu un Emmy pour Shogun, que je n'ai pas regardé encore. Donc c'était la première fois que je la voyais jouer, et plutôt une bonne actrice. Donc vraiment, je vous encourage à regarder Pachinko si vous avez Apple TV, parce que c'est hyper intéressant. Et puis, c'est-à-dire que c'est pas juste... vous voyez le genre period drama. Voilà, on est dans le passé, c'est historique et c'est tout. Là, on est vraiment à la croisée de tranches de vie et period drama. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Et à la fin de la saison... bon, là, c'est un tout petit spoiler, mais je vous le dis quand même. Il y a un moment hyper intéressant où... en fait, ils ont fait des vraies interviews et des vrais témoignages de femmes qui sont coréennes et habitent au Japon et qui ont été déplacées, en fait, quoi, après la guerre, quoi, et qui ont entre 80 et 100 ans. Certaines ne se rappellent même plus de leur âge. Et elles racontent, en fait, qu'elles ne sont jamais retournées en Corée, que leurs enfants ne parlent pas coréen, mais elles parlent encore coréen et japonais. Et c'est vraiment fascinant, hein. Je vous invite vraiment à regarder. Je pense pas que je ferai d'analyse détaillée de Pachinko, parce qu'en fait, moi je trouve que la série elle est quasiment parfaite, il n'y a rien à dire, à part pour parler de certaines scènes qui m'ont fait... Enfin, des fois j'avais l'impression de regarder un téléfilm avec des rebondissements incroyables, alors qu'il se passe des choses quand même relativement graves dans la série, quoi. Donc je le mettrai peut-être sur, comme vous le savez maintenant, mon espace privé. Et oui, il s'agit de créer une communauté. Alors, pour retourner en musique, j'ai écouté la version deluxe de... J'allais dire Contrôle, les gars. De SOS, excusez-moi, qui s'appelle Lana. Donc, un album de SZA, en fait. Et j'ai écouté beaucoup de musique. J'essaie d'écouter beaucoup plus de musique. Comme je vous ai dit, j'en écoute déjà beaucoup. Mais là, vraiment, genre... Moi, je suis vraiment une meuf des singles, en fait. Je me rends compte, quand j'étais plus jeune... rares sont les albums que je connais par cœur, à part Opération Dragon de Werason. Je sais, c'est absolument random, mais rares sont les albums que je connais par cœur, à part peut-être B-Day,
Diamonds on my neck, diamonds on my necklace. Voilà. Et peut-être, il y a un album de Mylène Farmer, je crois que je connais par cœur, ou de la Starac. Je me rappelle plus, mais je suis vraiment pas une meuf des albums, je suis vraiment une meuf des singles. Et je suis devenue une go des albums beaucoup, beaucoup plus tard dans ma vie, même un peu tardivement, j'ai envie de dire. Mais surtout avec le rap, en fait. Parce qu'il y a un côté vraiment visuel et cinématique qui, qui est assez évident dans le rap, qui a beaucoup moins dans la pop par exemple. Et moi j'écoutais beaucoup, beaucoup de pop. Ah si, il y a l'album de Britney In The Zone, que pareil, je connaissais par cœur. Mais en fait, tous les albums qu'on m'a gravés sur un CD, vous vous rappelez les CD verts là, sur lesquels on gravait dessus, là, je les connais par cœur. Autrement, je suis plutôt une meuf des singles. Typiquement, pour vous donner un exemple, j'écoutais un album de Ludacris plutôt. Et vas-y, à la moitié des sons que je connaissais pas, alors que j'ai écouté quand même beaucoup de rap. Et je me suis dit, mais je me demande si lui, à l'international, c'était pas un artiste single, en fait. Parce que je connais tous les singles de chaque album, mais ensuite, je connais pas the body of work, comme on dit, quoi, l'œuvre en entier. Et justement, j'ai dit, bon là, faut faire un effort vraiment pour s'asseoir et écouter les albums. Et je vais pas vous mentir, en règle générale, moi ce que je fais, c'est que très logiquement, je choisis mon single de l'album et j'écoute que ça. Donc par exemple, pour Rema, en ce moment, c'est Azaman, comme tout le monde, j'ai envie de dire, ou alors Benin Boys, parce que je viens du Bénin, même si concernant Rema, il parle de la région, alors que moi je parle du pays, mais j'aime bien la chanson aussi en fait. Et pareil, pour beaucoup des albums que j'ai écoutés cette année, j'ai choisi un son, mais de manière inconsciente, hein, et j'en ai fait un single dans ma tête. Et en fait, c'est difficile de pas faire ça, me concernant. Je sais pas si c'est votre cas, n'hésitez pas à partager. Hein. N'oubliez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un mail sur lorenradiopodcast@gmail.com. Ensuite, en fait, ce qui est intéressant dans Lana de SZA, c'est que j'étais agréablement surprise. Je vais pas vous mentir, ces dernières années, je pense que personne n'est déçu de ce que SZA fait, en fait. Je veux dire, c'est bon, elle a trouvé sa lane, elle est excellente dans son domaine, elle sait comment bien écrire, elle sait faire des refrains, et en plus elle chante de mieux en mieux, l'énonciation est beaucoup plus claire, sa signature là, en voix mixte comme ça, c'est beaucoup mieux énoncé, et comme quoi ça montre que des fois il ne faut pas avoir peur de ce qu'on peut faire, même si au début ça peut être un peu challenging, ou alors même pas très bien reçu, parce que tu auras le temps de développer ça sur les années en fait. Et typiquement, par exemple, je crois que le son s'appelle BMF, je crois. Blowing Money Face. Bref. Où elle reprend sur le refrain de Girl from Ipanema. Donc, vous voyez la chanson The Girl from Ipanema, the way she dances and when she dances, ce son-là. Et elle le reprend de manière hyper... je sais pas, il y a un petit groove derrière un peu R&B et tout, enfin un peu R&B pop en fait, plus de la pop, et j'ai beaucoup aimé en fait, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Donc voilà. Et pareil, Chill Baby, en fait les sonorités de ce son sont assez intéressantes, on dirait, j'ai cru reconnaître un peu du Alia, un peu, mais de manière un peu speed up, un peu de manière plus rapide, et ça fait un peu Frank Ocean aussi, mais plongé dans de la nostalgie. Je trouve que c'est assez intéressant. Et mon son préféré, c'est Drive, que je trouve exceptionnel. Vraiment exceptionnel. De toute façon, il n'y a plus rien à dire sur SZA. Je pense que quand tu es un artiste et que tu as trouvé ton délire, comme je disais plus tôt, c'est difficile soit d'aller faire autre chose, ou tu sais où sont les limites de ton expérimentation, dans le sens où, avant de faire tout ce qu'elle fait là, les contrôles, les SOS, les Lana et tout, elle a beaucoup expérimenté. Donc elle a juste pris cet art expérimental qu'elle faisait là, parce qu'elle faisait pré-contrôle, et puis elle a ramené dans un truc mainstream R&B en fait. Et je pense que tous les artistes qui font ça vont s'en sortir. C'est comme, comment elle s'appelle, Tyla, oui, elle fait de la pop, mais elle fait de la pop piano ou afro piano. Et du moment qu'elle met un peu elle saupoudre tout un peu d'ama piano, elle aura aucun problème, au début en tout cas. Voilà. La dernière personne dont je voulais vous parler, ça c'est vraiment flashback, nostalgie de la fin des années 2020. Mais est-ce qu'il se rappelle de Chéri ?
Parce qu'en fait, je l'aime trop. Je l'aimais trop déjà à l'époque et en fait, je me disais, mais c'était vraiment une excellente chanteuse. Avec une voix. Oh là là, je peux même pas le faire parce que j'ai mal à ma propre voix. Hein. Mais elle faisait du R&B suédois. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est magnifique sa musique. C'est très nostalgique. C'est ancré dans son identité. Donc il me semble qu'elle est somalienne. Et puis je crois qu'en plus elle fait des clips où elle est à Rinkeby. Et puis tous les Suédois que j'ai rencontrés m'ont dit ah ouais non mais c'est un gâteau là-bas, gâteau. Donc je rigole. Mais de souvenir c'est ce qu'on m'avait dit quoi, que c'était un quartier qui était, je sais pas si c'est dangereux et en vrai je sais pas si c'est ghetto, mais bon pour la faire un peu plus nuancée, c'est un quartier je crois qui est connu pour l'immigration d'Afrique de l'Est qui est là-bas. Donc peut-être que les gens font un raccourci avec le ghetto ou alors c'est réellement dangereux, j'en sais rien. Mais en tout cas, très attachée à ses racines et tout. Et c'est du beau R&B suédois. Et je me rappelle sur Twitter, elle avait dit on veut pas me signer parce qu'on m'a toujours dit que le R&B suédois ça marcherait pas. Et pourtant, je veux dire, elle continue à faire de la musique jusqu'aujourd'hui. C'est magnifique. Il y avait son album Arawilu, je sais pas si vous vous rappelez, qui avait super bien marché à l'époque. Et puis ensuite, plus rien. Je l'ai plus vu sur Twitter, je l'ai plus vu sur les réseaux. J'ai plus vu son actualité du tout en fait. Et c'est vraiment la curiosité qui m'a poussée à aller chercher. Et j'ai vu qu'il y a même pas 3 semaines, elle sortait encore de la musique en fait. Et je pense que du coup, elle continue en indé. Et je me suis dit, c'est bien dommage parce que là, je la verrais bien aux côtés des Thames, des Tyla, des Erastar, de toutes nos artistes du moment là. Mais avec elle qui représente l'Afrique de l'Est, européenne quoi. Enfin, trop stylé. Et je me suis dit, ça m'a fait un petit pincement au cœur où je me suis dit, c'est quand même dommage que les médias mainstream prennent autant de place dans nos vies, mais même sur les réseaux sociaux qui à la base, excusez-moi, était un endroit, une place qui était presque pirate en fait, déconnectée de ce qui se passait dans le mainstream. Je veux dire, t'avais ta vie, et puis ensuite quand t'allais sur ton ordi, t'avais ta vie en ligne. Donc les forums et compagnie, les chats, tous ces trucs-là en fait. Et enfin, je veux dire, il y avait des sons qui tournaient que sur Internet, quoi. Il y a des artistes, comme vous le savez, qui ont fait des carrières que sur Internet. Et maintenant, tu ne peux pas avoir une carrière mainstream sans avoir une carrière Internet, bien sûr. Hein, ça me paraît logique pour les plus jeunes d'entre vous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une époque, il y a des artistes... Enfin, je vais vous prendre un exemple assez controversé, mais Jeffree Star, il existait que sur MySpace, en fait. Enfin, voilà. Je veux dire, personne d'autre le connaissait. C'est pareil pour Nicki. Toute la période Beat Me Up Scotty, c'était YouTube et MySpace. Je veux dire, c'est tout. Et parallèlement, les artistes qui étaient déjà là, donc les Madonna, les Erykah Badu, les gros artistes, quoi, bah, on n'allait pas chercher leur actualité en ligne parce que de toute façon, on les voyait sur MTV ou on les voyait à la télé, en fait. Je trouve que c'est assez fascinant le fait que tout soit brouillé comme ça. Tout à l'heure, j'ai tapé le nom d'un artiste hyper niche et on m'a mis 4 pubs d'une très grosse artiste du moment. Et j'ai dit, ouais, ok, cool, mais je suis déjà au courant d'elle. Est-ce que je peux aller voir cet artiste que je connais pas et que j'ai envie de découvrir? Et je trouve ça un peu dommage parce que pour le coup, le fait que dans le cas de Chérie, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je vais essayer de la contacter pour voir. Je me demande si elle fera des interviews, mais qu'elle se soit retrouvée noyée comme ça dans la masse de tout ce qui se passe sur Internet, enfin, entre les créateurs de contenu, les influenceurs, les youtubeurs, tout ce qu'on suit sur Internet, plus les artistes, bah peut-être que localement tout va bien pour elle, hein, en Suède, là, mais même au niveau plus international, bah peut-être au niveau de la Somalie, son pays, je pense que ça va, mais ouais, en fait, il y a eu la pandémie. Bah ouais, je me demande ce qui s'est passé, mais c'est la pandémie. Elle a eu un gros momentum, et puis... ouais, mince quoi. Dommage. Bon, je m'arrête là. Encore beaucoup de choses à dire. Très mal à la gorge. Donc pour ceux qui veulent à partir de maintenant suivre mon Substack, c'est telemlorraine.substack.com. Pour l'instant c'est gratuit. Voilà. J'y poste des articles, je vous ai dit, beaucoup de médias en fait. Ça va plus être des dessins, de l'art, des poèmes, ce genre de choses.
Et puis surtout, j'ai plein d'épisodes que je sais pas où foutre en fait dans la thématique de mon podcast, que je vais mettre là-bas. Et vous inquiétez pas, je vais les schedule en avance comme ça. Voilà, je vais pas disparaître pendant des mois et des mois, hein, ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez. Vous avez une requête spéciale et tout. Récemment, j'ai reçu un mail qui m'a demandé de regarder une émission particulière. Je l'ai fait. Et je trouve que c'est toujours intéressant qu'on communique ensemble. D'ailleurs, pour finir ce podcast, est-ce que vous avez regardé Beyoncé à la mi-temps de la NFL sur Netflix? Genre, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un événement de « Ah, ok, je me connecte !» Enfin, ça faisait longtemps où j'ai pas une mini excitation en fait. Bref, j'en parlerai dans un prochain épisode. Je suis curieuse d'avoir votre avis. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Cowboy Carter. Moi, j'adore. Après, je suis très éclectique et je suis très ouverte sur beaucoup de genres différents. Donc, je peux comprendre que ce soit pas le cas de tout le monde. Voilà. Vous passez une excellente soirée et n'hésitez pas à me suivre sur Substack du coup parce que Telem Lorraine, ma page Insta là, c'est un peu mort en ce moment là. On est en mode reset, reprogramme, relaunch. Donc n'hésitez pas. Gros bisous.